Ce qui fait que l'État, étant donné que la démographie est en train d'exploser, l'État est en train d'essayer de diminuer aussi ses dépenses pour ne plus se retrouver buté. Et l'un des moyens de diminuer ses dépenses sur le plan du système éducatif, c'est de favoriser des formations qui ne sont pas coûteuses. Et il a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Former un étudiant en droit, c'est beaucoup plus simple que de former un ingénieur qui coûte plus cher. Il a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Il vous a dit qu'il a fait le lycée technique. Il n'y a pas le matériel, n'est-ce pas? On ne fait pas la technique, on ne fait pas la pratique. Vous savez pourquoi on ne fait pas la pratique? Parce que ça coûte cher de former quelqu'un qui fait la technique. C'est pour ça qu'on oriente les gens à faire la générale. Parce qu'au moins, quand tu vas faire la A, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Tu utilises le livre, tu utilises le cahier que tu achètes toi-même. C'est vrai que certains sont subventionnés. Mais il n'y a pas un appareil particulier qu'on doit acheter, que tu dois travailler avec. On peut même prendre des vacataires. Moi, je connais un ami qui est même ici à Sato-Bakami, je ne vais pas citer son nom. Il est prof de physique, mais dans l'école où il enseigne l'anglais, il enseigne l'histoire, il enseigne l'EC, il enseigne la physique. Oui. Peut-être que vous n'êtes pas encore allé dans les régions reculées pour voir ce qui se passe. Il y a seulement 2 enseignants. Ils vont enseigner tout. Et vous voyez que ça coûte moins cher à l'État. Parce que lui, il va toucher combien? Peut-être 120 000, 150 000. Alors que s'il fallait payer peut-être un docteur pour qu'il aille enseigner, lui, il coûte cher. Il va vous dire qu'il faut qu'on fasse des stages à l'hôpital. À l'hôpital, il faut tel matériel, tel matériel, tel matériel, tel matériel. Donc, ça coûte cher à l'État de former un médecin par rapport à un ingénieur, par rapport à un gars qui fait le droit. Ou par rapport à quelqu'un qui va faire commerce ou marketing. Former un ingénieur, ça coûte plus cher que de former un gars qui est à SOA, qui fait le droit. La preuve, c'est quoi? À SOA, il y a combien de personnes en première année? Un amphi. Il y a combien de personnes? 3 000. À Polytechnique, il y a combien de personnes? En première année, 200. Ça veut dire que ça coûte plus cher de former à Polytechnique qu'à SOA. Pourquoi? Parce que si on prend une salle qui a 3 000 personnes, ou ceux qui sont là n'ont pas besoin d'un matériel particulier parce que l'enseignant vient juste au tableau, il vous dit le droit c'est ceci, lisez cela. Alors que l'ingénieur, toi qui entres à Polytech, c'est subventionné. Quand tu payes 50 000, là, ce n'est pas la pension réelle. Parce que les dépenses de l'État, uniquement pour faire fonctionner Polytechnique, sont tellement importantes que vos 50 000, là, ça ne suffit pas pour couvrir ça. L'État est obligé de subventionner chaque année. Oui? Oui, mais quand je dis scientifique, ce n'est pas forcément ingénieur, docteur. C'est scientifique en incluant même ceux qui sont envoyés, mais qui sont dans les filières scientifiques. Non, je vais dire, voici les gars qui ont fait informatique, non? Il y a les ordinateurs là-bas. Il n'y a pas. Voilà un gars qui est là, non? Il peut nous dire, non? Est-ce qu'il y a l'ordinateur? Il y a une salle avec les ordinateurs. Voilà, c'est au tableau qu'on fait le cours. Bon, on vous a donné les PB. Donc, pour dire quoi? Pour dire que oui, il y a une partie volontaire. Il y a une partie volontaire où on ne veut pas beaucoup plus former cela parce que ça coûte plus cher. Maintenant, il y a une partie involontaire parce que le programme n'est pas défini par l'État. Ce qu'on vous enseigne en droit, ce qu'on vous enseigne même sur le plan des ingénieurs ou des médecins, ce n'est pas l'État qui écrit le programme. Et c'est ça encore qui est plus grave. Ce n'est pas l'État qui écrit les manuels scolaires. Du moins, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'il va être inscrit dans les manuels scolaires. Ce qui fait que celui qui écrit ça, lui, il oriente dans les contenus en fonction de son besoin local ou international. Oui? Et nous sommes capables de changer ça. Qu'est-ce qu'on a en train de faire ici? Non, je veux dire de changer nos programmes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici depuis le début? Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que si par exemple l'État lui-même disait les manuels sur les programmes scolaires appliqués au secondaire, il y aurait moins de personnes en matière littéraire, en filière littéraire, en filière scientifique. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ta question, c'est le fait que l'État peut changer ça. Sauf que ça demande plus de moyens. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Et c'était d'ailleurs l'exemple suivant que je devais prendre. Bon, je vais passer d'abord le Japon. En 2015, le Japon a décidé de prendre une décision radicale. C'est-à-dire fermer 26 facultés qu'ils considèrent comme les facultés du bavardage. Et voici ce que le ministre de l'Éducation disait à l'époque, qu'il faut abolir. Donc il est temps d'abolir ou de convertir ces départements pour favoriser des disciplines qui servent mieux aux besoins de la société. On a fermé 26 facultés de droit.
au Japon. Parce qu'ils trouvent que c'est le bavardage. Parce qu'ils veulent plus former les ingénieurs, former les professionnels de la santé. C'est un exemple. Pour dire que l'État peut le faire, sauf que ça va coûter plus cher. Ça aussi, il faut le savoir. Ça va avoir un impact sur l'orientation. Ça veut dire que quand un enfant naît maintenant, dès la maternelle, on va commencer à travailler pour qu'il ait des prédispositions et pour qu'il soit orienté vers des disciplines qui sont plus techniques. Ça va se faire aussi. Pour qu'il n'ait plus la perspective, je vais vous prendre un exemple. Vous pensez que si pendant 5 ans, on dit qu'il n'y a plus les facultés de droit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont apprendre les mathématiques obligées. Et ils vont devenir forts. Si on dit qu'il n'y a plus la A pendant 5 ans, plus de A, ça veut dire que quand tu pars déjà en 6e, tu sais déjà dans ta tête que c'est la C que tu vas faire. Il n'y a pas la A, il n'y a pas la D. Donc tu fais la 6e, la 5e. En 4e, on te dit déjà que c'est la C, hein, il n'y a pas d'autre filière. Donc soit tu arrêtes l'école maintenant, soit tu continues. Quand tu arrives en 3e, on commence déjà à te préparer que bon, voilà déjà ce que vous allez voir en seconde C. Il n'y a pas de seconde A ou de seconde D. Les gens vont changer. Je vais prendre un autre exemple. On va apprendre à aimer la patate. Le manioc. Les gens vont s'habituer au manioc progressivement. Ça sera dur au début, c'est normal. Les gens vont manifester, on veut le blé, le blé. Ça fait 6 mois, 1 an, il n'y a pas le blé. 2 ans, il n'y a pas le blé. Tu vas commencer à manger maintenant le manioc régulièrement. Oui. Sans être du domaine de la politique ou du gouvernement, on peut avoir accès à ce type de décision? Oui, on peut. Et je vais expliquer comment. On peut par 2 moyens. Il y a le moyen partisan, il y a le moyen non partisan. Le moyen partisan, ça veut dire que vous sortez ce soir, vous dites désormais, comme j'ai pris conscience de ça, il faut que ça change. Vous créez votre parti ou vous adhérez à un parti politique. Vous militez, vous partez sur Facebook, sur le terrain, vous sensibilisez les populations, vous essayez d'être député, d'être maire, vous battez prochaine élection présidentielle, vous faites la campagne, vous cherchez les investisseurs. Et dès que vous devenez président, au soir de votre nomination ou de votre élection, vous dites que désormais, il n'y a plus ça. Ça, c'est la première solution. C'est possible par cette solution. La deuxième solution, si vous trouvez que celle-là est trop compliquée, c'est de créer un lobbying. Ça veut dire de créer une communauté de personnes avec qui vous aurez ces mêmes centres d'intérêt, de développer votre pouvoir économique et d'influencer grâce à votre lobbying les décideurs. Ce sont les 2 moyens, il n'y a pas un autre. Parce qu'effectivement, on peut influencer les décideurs à prendre certaines décisions si on a un lobbying et si on a les moyens. Je vais vous prendre un exemple simple d'influence du secteur politique, sans y être. Vous voyez le whisky en sachet, n'est-ce pas? Vous savez qu'on avait interdit ça au Cameroun, non? Le whisky en sachet. Je me rappelle une fois, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais il était passé dans un média. Et on lui posait la question que, mais on a interdit le whisky en sachet, ça fait près d'1 an. Comment ça se fait que ça se vend encore? Il dit que non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait encore des stocks. Donc on voulait attendre que les stocks finissent avant d'interdire. Vous suivez ce qu'il dit? En fait, c'est un peu comme si on se rend compte que le pain est dangereux pour la santé, que quand tu manges le pain, tu meurs. Et on interdit le pain. Et quelqu'un te dit que non, on avait encore 1000 pains disponibles. Pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce qu'il y a un lobby qui contrôle ce secteur d'activité, qui impose à ce que les politiciens ne prennent pas cette mesure-là. C'est pour ça qu'on continue de vendre ça jusqu'aujourd'hui. C'est la même chose avec le plastique. N'est-ce pas, on a interdit le plastique? On dit qu'on ne vend plus le plastique, machin et tout. À un moment donné, quand tu partais dans un supermarché, tu achètes un produit, on dit qu'il n'y a pas d'emballage. Ou que tu payes pour avoir le biodégradable. Mais aujourd'hui, on a oublié tout ça. Tout le monde continue de prendre le plastique. Donc c'est pour dire quoi? Ceux qui font que ces décisions-là ne se prennent pas, ils ne sont pas forcément au pouvoir. Hein. Ce n'est pas forcément les députés, les maires et tout ça. C'est les personnes qui ont l'argent, qui ont constitué un lobbying et qui imposent des décisions. Parce qu'ils ont un pouvoir sur le plan économique et sur le plan social de facto. Parce que quand on a un lobby qui recrute peut-être, je ne sais pas, 10 000 personnes, on peut faire le chantage à l'État que bon, si tu prends cette mesure, moi, je vais virer 1000 parce que je ne pourrai plus les payer. Et eux, ils vont aller manifester dans la rue et ce sera moins rigolo. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire.
tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.